Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition 2024 d'Actuarial Week. Et donc cette soirée est consacrée à l'assurance IARD. Donc Joseph, tu peux commencer par te présenter. Alors, bonsoir à tous. Je suis Joseph Kofi, étudiant en Master 2 à l'URIA et aussi alternant chez Suravenir, une filiale du Crédit Mutuel Arkia. Et donc pour ma part, je suis donc Nicolas Coban, je suis un ancien étudiant de l'ESSIV et je suis actuellement en Master 1 Actuaria à l'ISUP. Donc maintenant, est-ce que donc chacun de nos intervenants peut se présenter? Bonsoir à tous, vous m'entendez très bien? Oui. Oui, Tout d'abord, je tenais à remercier l'Institut pour leur invitation ainsi que les organisateurs de cette Actuarial Week. Donc, je me présente, je suis Khadija Chehabi, je suis consultante senior chez KPMG France en actuariat en vie. Donc, j'ai effectué la majorité de mon parcours scolaire au Maroc. Après mon bac, j'ai fait une prépa maths physique, à l'issue de laquelle j'ai intégré une école d'ingénieur, l'INSEA, filière actuariat finance. Donc, à la fin de ma première année, j'ai effectué mon premier stage au commissariat au plan. C'est un peu l'équivalent de l'INSEE, mais au Maroc. Donc, ma première expérience, c'était une étude de la pauvreté dans une région au Maroc. C'était plutôt une expérience statistique, un peu démographie et un peu de technique d'échantillonnage. Ensuite, à l'issue de ma deuxième année en école d'ingénieur, c'était ma première expérience en actuariat. J'ai travaillé chez la Royale Marocaine d'Assurance, où mon sujet portait sur l'automatisation des reportings réglementaires pour le portefeuille non-vie. Donc, cette première expérience, elle m'a permis d'apprendre un peu plus sur la réglementation en vigueur au Maroc et aussi un peu plus sur les produits commercialisés. Ensuite, après ma deuxième année, j'ai été acceptée en double diplôme à l'Oria de Brest. Lors de ma première année en Master 1, il y avait plusieurs sujets de bureau d'études qui étaient proposés à l'Oria. Et cette année-là, j'avais choisi le provisionnement Lialine pour les garanties IRD avec des méthodes stochastiques. Donc, ce projet était fait avec Alliance France. Et à la fin de l'année, je me suis vue proposer un stage puis une alternance dans la même équipe. Donc, mon stage était porté sur la détermination de seuil de grave sur le portefeuille RC corporel. Donc, c'était plutôt une application de la théorie des valeurs extrêmes. Puis mon alternance, j'ai bien sûr travaillé sur mon mémoire, mais aussi j'ai pu intervenir ponctuellement sur des sujets. À l'époque, le sujet d'actualité, c'était la COVID-19, donc j'ai beaucoup contribué au calcul des ultimes pour les sinistres de perte d'exploitation au COVID-19. Et mon sujet de mémoire portait toujours sur les garanties RC corporelles, mais maintenant c'était plutôt avec une application de machine learning et c'était toujours du provisionnement linéaire. Donc la suite logique après, j'ai intégré la même équipe en CDI où j'ai été responsable du portefeuille automobile. Donc je calculais les provisions selon la norme IFRS 4. J'imagine qu'il y a des étudiants avec nous ce soir, donc pour vulgariser, IFRS 4, c'est International Financial Reporting Standards. Et c'est pour, en fait, c'est pour avoir enfin, c'est une norme qui permet d'avoir des calculs qui sont un peu uniformisés entre les assureurs. J'ai aussi contribué pour les calculs solvabilité 2, mais pour une autre garantie qui était une garantie protection juridique. Donc, c'était un autre type de produit, à d'autres spécificités. Et j'ai été responsable du calcul fonds propres de toute l'entité Alliance IART sous solvabilité 2. Donc, après un an de CDI dans cette équipe multinorme Yard, j'ai intégré KPMG pour une nouvelle expérience ou une nouvelle aventure dans le conseil pour d'autres perspectives et des challenges un peu plus différents parce que on travaille sur des sujets un peu plus variés. J'ai pu faire plusieurs missions, des missions de conseil et d'audit. En audit, j'ai revu des calculs de provision sous solvabilité 2 et pour des missions de conseil, la plus importante, c'était l'implémentation de la norme IFRS 17 de A à Z chez un assureur, où j'ai pu partir, par exemple, d'un calcul de provision jusqu'à la fin où on obtient un résultat de IFRS 17 de toute une entité. Et une autre mission sur laquelle j'ai travaillé récemment, c'est
une fusion-acquisition où il faut revoir tous les calculs, faire des projections de solvabilité d'un assureur dans le futur afin de pouvoir bien le vendre à enfin, une compagnie qui cherche à acquérir ce vendeur. Tout pour- D'accord, merci Khadija. Alors, on va passer la parole à Marc pour pour sa présentation plutôt. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous et merci de m'avoir convié à ce webinaire. Alors, Marc Juillard, je suis actuaire ISFA depuis presque 20 ans. Donc, parcours assez classique, hein, classe préparatoire et puis les différents concours d'école d'ingénieur et les concours d'école actuariat. J'ai commencé ma carrière dans le consulting sur les sujets de prévoyance. À la base, je suis un actuaire vie. Alors vous allez voir, maintenant je fais de la data et de l'intelligence artificielle, donc c'est plutôt des sujets proches de la non-vie, hein, sur la logique et les méthodes. Mais à la base, j'ai vraiment commencé en vie, donc de la prévoyance, donc de la tarification, du provisionnement, euh, construction de loi d'expérience en vie, hein, enfin, en prévoyance, un des principaux risques que porte l'assureur, c'est la sinistralité future qui est basée sur l'espérance de vie d'une personne ou lorsqu'elle est malade, donc en incapacité par exemple, pendant combien de temps est-ce qu'elle risque de se maintenir en incapacité et donc que l'assureur soit amené à payer des prestations. Donc pour bien tarifer et provisionner ces risques, la compagnie d'assurance s'appuie sur des actuaires pour calculer ces lois d'expérience. Et donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon des modèles de durée. Et si vous cherchez sur Internet, vous trouverez pas mal de références dessus. Ensuite, j'ai toujours sur la partie vie, mais plus sur de l'épargne. Donc, les contrats d'épargne, c'est des contrats d'investissement, un peu comme ce que vous pourriez avoir lorsque vous placez de l'argent auprès de votre banquier. Ben, sur l'assurance, vous pouvez avoir des contrats qui vont suivre une philosophie à peu près pareille, mais avec une fiscalité différente. Donc là, les travaux, c'était principalement des travaux de valorisation économique du contrat. Donc en gros, si jamais j'ai un portefeuille d'assurance et que je voulais en fait, une compagnie d'assurance vie, comment est-ce que je peux la valoriser pour son cours de bourse, par exemple. Donc, ça nécessite des calculs de projection d'engagement futur, de marge future qu'on pourrait faire sur ces contrats d'assurance en projetant plein de trajectoires économiques sur comment est-ce que le CAC 40, les actions, les taux, l'inflation peuvent évoluer. Je me suis spécialisé après dans ce qu'on appelle l'Enterprise Risk Management via une formation qui est proposée à l'Institut des actuaires. Donc là où j'ai fait beaucoup de travaux sur Solvabilité 2. Donc ça, on vous a déjà, Kaïda, j'aurais pas, enfin, mal prononcé le prénom. La précédente intervenante a très bien décrit en fait, hein, ce qu'était Solvabilité 2, donc j'ai fait la même chose sur de la vie, sur de l'épargne, sur de la prévoyance, mais j'ai commencé à m'ouvrir aussi sur la partie non-vie à ce moment-là, toujours en tant que consultant. Donc ça, c'est les 10 premières années de ma carrière. Et en 2015, je suis arrivé chez Société Générale pour monter le Data Lab de Société Générale Assurance. Donc le Data Lab, c'est quoi? C'est un département assez orienté R&D sur la mise en place de modèles d'intelligence artificielle pour travailler la donnée, en extraire la valeur et apporter soit de l'efficacité opérationnelle, donc c'est de l'automatisation de traitement grâce à des programmes d'intelligence artificielle, de la lecture automatique de documents, de la classification automatique d'emails, de l'analyse automatique de la voix lorsqu'il y a des appels téléphoniques, etc. Mais ça peut être aussi des travaux d'intelligence artificielle pour mieux comprendre qui sont nos clients, quels sont les irritants, quels sont les produits qu'ils aimeraient souscrire, quelles sont les garanties ou les risques d'attrition qu'ils peuvent avoir. Donc d'abord, ça a été construire cette structure, identifier les bons premiers usages, euh, identifier l'infrastructure informatique dont on aurait besoin pour pouvoir construire ces modèles et les mettre en production d'une manière autonome avec l'équipe de data scientists. Donc là, on parle d'API, donc ça, je vous laisserai chercher sur Internet, j'imagine que peut-être que vous connaissez déjà, mais voilà, notre façon de travailler, c'est ça, c'est de construire des API, donc des programmes, hein, des interfaces de programmation, qui sont ensuite déployés au sein de Société Générale Assurance et qui sont ensuite utilisés par notre DSI ou nos métiers pour construire de la valeur.
Chemin faisant, j'ai récupéré ensuite les équipes du Data Lake. Donc, le Data Lake, c'est quoi? C'est un énorme entrepôt de données, un lac de données, on pourrait dire en français, dans lequel on peut descendre tout type de données. Donc, des données classiques, donc, on appelle des données tabulaires, c'est-à-dire des bases de données, donc il y a des lignes, des colonnes, mais aussi des données, ce qu'on va appeler non structurées, donc des données non structurées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une forme ligne, colonne standard. Une image, c'est pas structuré. En fonction du nombre de pixels, elle est plus ou moins floue, elle est plus ou moins grande. Un PDF, c'est pas structuré. Ça peut avoir un certain nombre de pages, un certain nombre d'informations, etc. Un enregistrement téléphonique, pareil, c'est pas structuré. Donc là, l'idée, c'était de descendre toutes ces données dans le sein de ce data lake et puis de commencer à urbaniser, donc à les stocker correctement pour les mettre ensuite à disposition de nos différents usages et puis construire une équipe de data analyst derrière qui va venir extraire la donnée enfin, la richesse de ces différentes données. Et donc, mon job à date, c'est ça. Je suis le directeur du programme data et intelligence artificielle. Et donc, on va travailler ces deux pattes, c'est-à-dire à chaque fois que la compagnie a un problème, quelle est la bonne donnée, le bon modèle d'intelligence artificielle qui pourrait répondre à ce sujet. Donc, on est extrêmement transverse. On travaille bien évidemment avec les actuaires, tous les actuaires. Société Générale Assurance, on vend tous les types de produits. Donc, on fait de la prévoyance, on fait de l'épargne, on fait de la non-vie. Donc, nous, on est amené à travailler avec les actuaires sur tous les sujets, soit pour leur mettre à disposition de la donnée, soit pour structurer certaines données qui ne sont pas forcément simples à, à utiliser. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'IoT, c'est tout ce qui sont les objets connectés, donc dans des montres, dans des véhicules. Un véhicule qui est connecté, c'est un véhicule dans lequel il va y avoir un boîtier qui va capter des bips GPS. Et avec ces bips GPS, et bien sûr le consentement du client, on peut mettre à disposition des services et avoir une meilleure vision du profil de conduite de ce client. Et grâce à ça, on peut lui donner du coaching, lui mettre des réductions de primes parce qu'on détecte que c'est un client qui est in fine moins dangereux que les autres. Bon, ben, la donnée en entrée, c'est des milliards et des milliards de bips GPS. Donc, c'est une donnée qui n'est pas du tout structurée, que les modèles d'actuariat n'ont pas l'habitude de travailler au niveau de tarification non-vie. Donc, nous, notre travail, ça a été de travailler main dans la main avec les actuaires non-vie. On a structuré, on a mis en place des scores de risque basés sur ces bips GPS. Et ensuite, ces modèles ils sont intégrés dans le moteur de tarification. On va travailler également avec les actuaires qui travaillent à l'ALM, où là, on va automatiser une partie des données, la construction des données qui vont alimenter leur modèle. C'est des gars de mon équipe qui ont travaillé aussi avec ces actuaires pour leur donner accès à une donnée plus qualifiée, plus simple d'accès, qui peut mieux s'interfacer avec leurs outils. Mais on travaille aussi avec les plateformes de gestion, on travaille avec la direction juridique, on travaille en fait réellement avec la totalité des directions de la compagnie qui ont des besoins de données ou d'intelligence artificielle. Donc, je vais m'arrêter là en termes de description, puis j'imagine que vous aurez quelques questions dans le chat et on pourra affiner en fonction de ces différents sujets. Merci beaucoup, Marc. Louis-Stéphane, est-ce que vous pouvez aussi vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc merci. Donc, moi, c'est Louis-Stéphane Nebelobas, donc actuaire depuis maintenant 5 ans. J'ai fait donc, le DUAS à Strasbourg. Donc, après le bac, je suis directement allé en fac de maths donc pendant 2 ans et j'ai passé le concours du BCAS, donc, qui m'a donné l'opportunité d'aller potentiellement à Lyon ou à Brest et à Strasbourg. J'ai choisi de rester à Strasbourg parce que j'étais du coin. Et au sein en fait de mon école, j'ai eu l'opportunité de faire donc, 2 stages et une alternance. Donc mon premier stage, c'était dans un service de tarification en santé. Mon deuxième stage, c'était plutôt côté finance. Donc je devais travailler donc dans le calcul du risque de crédit pour une banque. Et mon alternance, je l'ai effectué au sein d'une compagnie d'assurance dans l'équipe de tarification non-vie. Donc là, j'ai aussi effectué mon mémoire qui avait pour but en fait de créer un modèle pour estimer le coût que la compagnie d'assurance devait régler lorsqu'une tempête devait survenir. Donc pour ça, en fait, le principe, c'était à partir des données d'exposition de la compagnie d'assurance, donc c'est vraiment quel type de biens elle assure et la zone dans lesquelles elle assure ses biens, donc ça peut être des maisons ou des appartements. Une fois qu'en fait on envoie
une tempête sur ces données-là, on est capable de sortir à la fin un coût. Et là, je me suis confronté à une des premières problématiques qu'on peut avoir en assurance yard, qui est en fait la qualité de la donnée. Puisque selon les données qu'on a, on est capable d'arriver à avoir des modèles plus ou moins précis. Et en fait, c'est une problématique que j'ai retrouvée sous différentes formes, tout au long de ma carrière jusqu'à présent. Donc, notamment, là, c'était une question d'avoir des informations précises sur les appartements, où est-ce qu'ils sont construits, l'orientation, l'adresse exacte, ce genre d'informations qu'on n'a pas forcément. Ensuite, j'ai travaillé en cabinet de conseil, d'audit et de conseil, donc au sein de PwC pendant 3 ans, où j'ai été en fait auditeur en assurance. Donc le travail d'un auditeur, c'est en fait de revoir le calcul des provisions qui sont effectuées par des actuaires au sein des compagnies. Pourquoi? Est-ce que vous m'entendez mieux? Ok, Parfaitement. ça marche. Oui, parfaitement. Ok, top. Je reprends. Je disais, donc j'ai travaillé au sein d'un cabinet d'audit et de conseil où j'étais auditeur en assurance. Donc le travail d'un auditeur, c'est de vérifier le calcul des provisions faites par des actuaires des compagnies d'assurance. Donc en fait, les provisions, dans le jargon, c'est vraiment l'engagement qu'a un assureur pour régler ses assurés, donc au titre des sinistres futurs. Et ces provisions, elles sont revues pour 2 raisons. La première, c'est d'une part, il faut s'assurer qu'elles sont suffisantes. Donc, ça veut dire que l'assureur calcule correctement ses engagements et donc que par conséquent, il pourra régler en fait les sinistres de ses assurés. Et la seconde, c'est tout simplement une notion fiscale et comptable, puisque les provisions font partie du bilan d'une compagnie d'assureurs. Et donc, en fait, leur calcul sert globalement à déterminer le montant d'impôt que les compagnies d'assurance auront ou non à régler. Donc, j'ai principalement travaillé sur ce genre de problématiques, donc que ce soit en vie ou en non-vie, mais principalement en non-vie. Et depuis maintenant 2 ans et demi, je travaille au sein de Swiss Re en tant qu'actuaire au provisionnement non-vie. Donc, je suis passé de l'autre côté. Donc, mon travail, c'est maintenant en fait, de calculer les provisions techniques pour ma compagnie. Donc, je travaille sur plusieurs branches, donc, que je pense que Benjamin présentera plus tard, mais donc, je travaille principalement sur des branches de particuliers, donc de l'automobile, de l'assurance habitation et un peu d'assistance. Donc, mon travail consiste en quoi? C'est vraiment, je reçois les données des gestionnaires de sinistres, donc je les mets en forme. Et ensuite, je calcule les engagements futurs de la compagnie avec des méthodes actuarielles qu'on apprend dans le parcours classique des écoles d'actuariat. À côté de ça, il y a aussi tout l'aspect solvabilité 2 qu'il faut gérer aussi, donc s'assurer que les fonds propres de la compagnie soient suffisants pour gérer donc les situations les plus exceptionnelles. Et aussi la nouvelle norme IFRS 17 qui rentre en compte, qui remplace la norme IFRS 4 qu'a présenté Kajita. Donc c'est vraiment une nouvelle norme qui a été créée pour uniformiser en fait le calcul des provisions de toutes les compagnies d'assurance internationalement, de façon en fait à ce que on puisse facilement comparer les bilans des compagnies d'assurance, que ce soit une compagnie d'assurance française, américaine ou allemande. Et à côté de mon activité salariale, on va dire, je m'investis également au sein de l'Institut des actuaires. Donc, je travaille au sein d'un groupe de travail, qui est le groupe de travail provisionnement non-vie,
où je suis le pilote en fait de ce groupe. Donc les groupes de travail de l'Institut, c'est vraiment des groupes bénévoles où des acteurs prennent de leur temps pour travailler sur différentes problématiques. Ça peut être des nouveaux sujets réglementaires, ça peut être juste des nouveaux sujets techniques, voire de nouvelles méthodes. Et au sein du groupe de travail provisionnement non-vie, donc notre objectif, c'est vraiment de démocratiser en fait les méthodes qu'on peut retrouver sur la place sur le provisionnement non-vie. Ça passe par des animations d'événements, des webinaires sur le provisionnement non-vie. On a fait un guide de provisionnement qui est sorti l'année dernière et donc qui présente en fait comment se passe grosso modo une clôture en provisionnement non-vie. Donc vraiment de A à Z, quels sont les contrôles qu'on fait sur nos données, quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser dans quel cas de figure et les différentes choses à regarder selon la branche. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Louis-Stéphane. Maintenant, je vais passer la parole à Johan pour se présenter. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Donc, écoutez, moi je suis peut-être le plus ancien dans l'histoire, donc je suis sorti de l'ISFA avant les années 2000, on va dire. Et donc, j'ai commencé mon parcours en assurance vie, comme Marc. Et donc, j'ai commencé dans le groupe AXA par un stage de fin d'études à la Défense. Et ensuite, j'ai passé 1 an et demi en Angleterre, dans une filiale d'assurance vie également, où j'ai travaillé sur des études de marché, sur des optimisations de code, etc. Voilà, je remets la caméra comme il faut, pardon. Et donc, suite à ça, j'ai eu l'opportunité de venir travailler au Luxembourg, toujours en assurance vie, dans le groupe luxembourgeois qui s'appelle Foyer, qui est le leader de l'assurance au Luxembourg, où j'ai passé 7 ans et demi et où j'ai travaillé principalement sur du développement de produits, sur de l'optimisation de réassurance vie. Donc en assurance vie, c'était principalement des produits classiques, hein, donc pas en unité de compte, hein, les produits en euros, que ce soit côté épargne, pension, prévoyance. Euh, et puis différents projets, donc joint venture qui a été monté avec une banque à l'époque, différents types de projets. Donc ça a duré pendant 7 ans et demi. Suite à ça, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans un groupe bancaire, dans une filiale qui se créait en employee benefits, où en fait j'ai développé l'offre de fonds de pension ainsi que le consulting actuariel en employee benefits. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a duré 3 ans et demi, qui a permis de développer, je dirais, un axe un peu technico-commercial hein, sur la fonction actuarielle. C'est-à-dire que non seulement on faisait le montage de solutions, et en plus, on allait promouvoir et vendre nos conseils dans différents pays européens, puisque l'offre était de promouvoir des fonds de pension pan-européens dans le cadre de la directive européenne IORP. Et puis, il y a maintenant 15 ans, j'ai basculé du côté IRD, après toute une première partie de carrière en vie, en revenant dans le groupe AXA, AXA Luxembourg, où là, j'ai eu l'occasion de toucher à pas mal de choses côté IRD, c'est-à-dire, d'une part, tout ce qui concerne, on va dire, le volet un peu inventaire, hein, l'actuariat reserving, donc les clôtures comptables, dans les techniques habituelles hein, de chain ladder, de calcul de best estimate suivant différents périmètres, solvabilité 2, l'élaboration de budget, de plans stratégiques, de visée des comptes, etc., etc. Et puis, à côté de ça aussi, tout un volet plus orienté business, où là, c'est du développement de produits, c'est du développement de tarifs, de l'adaptation de l'offre, la prise en charge complète de tout ce qui est quantification de la réassurance, que ce soit dans la description des portefeuilles, euh, des, euh, des expositions du portefeuille aux différents périls climatiques, des modélisations de sinistres atypiques, donc les gros sinistres,
tout ce qui suit aussi les modélisations de CatNat, voilà, des triangulations de sinistres, des assiettes de primes, etc. Donc beaucoup de travail sur la réassurance. Et puis également un gros travail sur tout ce qui concerne les projets dans l'entreprise, puisque on est dans une société de taille moyenne. Hein. AXA Luxembourg, c'est une société de taille moyenne dans un grand groupe, c'est 300 personnes, un peu plus, aussi bien en particulier qu'en entreprise, vie, non-vie, santé. Et donc, pour répondre aussi peut-être au passage à une question qui a été posée, les outils principaux des acteurs de mon équipe vont être des outils comme SAS pour le traitement de données statistiques, ça va être Accurate pour tout ce qui est de la tarification, faire des modélisations GLM, modèle linéaire généralisé. Voilà, donc ça c'est des exemples je dirais de logiciels, mais c'est pas exhaustif. Donc évidemment, je vois un peu mes comparses. Hein. La donnée, c'est le nerf de la guerre de l'actuariat RD, avec énormément de besoins en la matière. On est des gros consommateurs de données. Euh, et donc à côté de ce volet, on va dire un peu technique, j'ai eu l'opportunité depuis maintenant une dizaine d'années d'élargir mon spectre d'intervention sur des aspects vraiment purs de développement de produits avec des gens qui ont des profils de product manager et aussi de la souscription et de la gestion de contrats particuliers en auto et en habitation. Voilà un petit peu, je dirais, dans l'ensemble, ce que je pourrais dire. Merci, Johan. Et enfin, Benjamin, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, c'est Benjamin Poudret, je suis associé au sein de la RISTech Adactis. Alors, je reviendrai un peu plus sur Adactis pour mon parcours actuel. Peut-être un peu comme l'ensemble d'entre vous, étudiants ou travailleurs ou collaborateurs dans différentes sociétés ou en stage. Moi, j'ai fait le choix, après mon baccalauréat, de suivre des classes préparatoires parce que j'adorais les mathématiques. Donc, j'ai voulu continuer dans ce parcours. À l'issue des classes préparatoires, j'ai rejoint l'ENSEI pour, dans un premier temps, continuer à travailler sur les statistiques et j'ai découvert le monde de l'actuariat à travers mon premier stage chez AXA que j'ai poursuivi par une année de césure pour ensuite travailler depuis 17 ans. Alors, je suis pas le plus vieux, mais je suis peut-être celui qui a la carrière la plus longue en assurance IRD, puisque moi, ça fait 17 ans que je travaille sur les domaines et la diversité des branches d'activité en assurance IRD. Donc, j'ai commencé chez AXA à l'issue de mon mémoire d'actuariat. D'abord en tarification des risques de particuliers. Les risques de particuliers chez AXA en France, c'était principalement l'assurance automobile, mais aussi l'assurance habitation. Donc j'avais comme responsabilité de modéliser, de tarifer un certain nombre de produits historiques en portefeuille, mais aussi d'en créer de nouveaux. J'ai pu justement travailler sur des produits pour les jeunes conducteurs, mais aussi sur l'essor de l'assurance directe et l'assurance directe notamment pour permettre de déployer et développer une nouvelle offre d'assurance vendue en ligne avec des réseaux de distribution qui étaient par la suite rémunérés, donc les agents généraux. J'ai, dans le cadre de mes travaux également, été responsable de la création de produits d'assurance sur l'embarquement de boîtiers connectés. Marc en parlait tout à l'heure, mais c'était l'essor de ce qu'on appelait du pay as you drive. Donc payer à la tarification au kilomètre en fonction de l'usage des assurés. Donc ça m'a permis de découvrir aussi un certain nombre d'informations autour des données, à structurer des bases plus complémentaires en termes d'information et de richesse. C'est vrai que j'avais l'avantage chez AXA d'avoir un des portefeuilles les plus larges du marché, mais avec l'essor de nouvelles technologies et de nouvelles thématiques embarquées dans les véhicules, ça permettait encore plus d'enrichir les données et les tarifications. À l'issue de 3 ans dans le service, j'ai souhaité faire une mobilité interne pour davantage m'orienter autour de la réassurance et des autres branches d'activité. Donc, j'ai travaillé sur un certain nombre de segments, de l'assurance agricole à l'assurance risque industriel ou risque d'entreprise, les risques professionnels,
le tout sur la réassurance. La réassurance, c'est de l'assurance des assureurs. En gros, ça permet de faire face à d'autres engagements et de mutualiser un certain nombre d'éléments en termes de risques plus forts. Comme certains de mes compères l'ont déjà dit, on avait une entrée en vigueur en 2016 de Solvabilité 2. Donc le groupe AXA s'est préparé à la modélisation des risques et j'ai été responsable d'un certain nombre de dossiers auprès des superviseurs pour modéliser au mieux les risques d'AXA dans le cadre de son modèle interne. À l'issue de ces années chez AXA, au bout de 7 ans, j'ai décidé de poursuivre mon aventure dans le conseil en rejoignant Adactis, qui était à l'époque Actuaris, un cabinet de conseil et qui depuis s'est développé davantage sur ce qu'on appelle la RISTEC. L'idée, moi j'ai toujours eu la soif d'apprendre et de connaissances, c'est de pouvoir élargir mon spectre d'intervention sur l'ensemble du marché et non pas être cantonné à un assureur dédié pour apporter un certain nombre de solutions à la fois conseil, mais aussi de missions de régie ou d'audit au sein d'Adactis, mais également chez Adactis, on a une double casquette. On est éditeur de solutions actuelles, donc des solutions logicielles pour les actuaires de toute compagnie, que ce soit des assureurs, des banques assureurs, des réassureurs ou des compagnies mutualistes. Et l'idée est de déployer un certain nombre de solutions, dont Yoann a pu évoquer certains d'autres solutions sur le marché. Mais l'idée, c'est de permettre aux actuaires, dans les différentes directions concernées, d'avoir des outils clés en main, leur permettant de développer, modéliser, tarifer, provisionner l'ensemble de leurs segments et leurs branches d'activité. J'ai rejoint Adactis il y a 10 ans en tant que simple consultant senior, un peu comme Radija aujourd'hui chez KPMG. Et aujourd'hui, donc, je suis associé au sein du cabinet, en charge d'une équipe de 30 actuaires sur la modélisation des risques non-vie. On accompagne l'ensemble du marché, à la fois sur le marché français, mais également sur le marché international depuis 3 ans, pour déployer nos solutions, mais également assister l'ensemble des assureurs sur un certain nombre de thématiques autour de risques croissants, type les risques climatiques, qui sont de plus en plus une réalité forte. Et ça, je pense que le réchauffement climatique, vous, en tant qu'individu, vous l'avez en tête, un certain nombre d'informations sont remontées par nos gouvernements, mais les assureurs ont cette charge dans leur portefeuille croissante au fur et à mesure des événements et des années, ces dernières années. Je travaille également fortement sur les risques cyber, principalement depuis la Covid-19, où un certain nombre d'assureurs ont été touchés, ou de PME et TPE sont touchés et ont besoin d'une offre d'assurance. Donc, avec mes équipes, on développe un certain nombre d'offres, on accompagne les assureurs à l'organisation de leur offre d'assurance et à l'ensemble des thématiques, ce qui nous permet de travailler sur un certain nombre de panels larges, tant d'un point de vue tarification, modélisation, provisionnement aussi des différents risques. J'ajouterai tout le volet réglementaire et comptable dont Louis-Stéphane a déjà pu aborder un certain nombre de thématiques, ce qui permet d'avoir une richesse très forte autour de mes métiers, des métiers de mes équipes. Au-delà des travaux au quotidien, je suis assez investi au sein de l'Institut des acteurs, tant en tant que jury de mémoire, mais aussi grâce aux commissions IRD qui nous permettent d'avoir une vision plus globale et plus générale des métiers et des transformations de nos métiers en assurance IRD. Marc parlait de l'IA générative, de la partie data scientist, où un certain nombre de métiers en assurance IRD évolue, et ça, je pourrais y revenir un peu plus tard dans nos métiers. Ce qui me permet, avec la notion de titre d'Institut des actuaires, de travailler avec mes pairs sur un certain nombre de problématiques, tant d'un point de vue organisation que besoin, qu'événement, puisque à la fois au sein de l'Institut des actuaires, mais en tant que cabinet de conseil, on anime un certain nombre de conférences, d'ateliers pour échanger avec l'ensemble des besoins de nos clients. Voilà pour moi, Nicolas et Joseph. Je ne sais pas si vous voulez Oui, continuer avec la suite. merci beaucoup, Benjamin. Alors, maintenant, pour avoir une idée plus claire des branches et métiers de l'assurance IRD, on va te redonner encore la parole pour que tu puisses te présenter, encore une fois.
Oui, très bien. C'est vrai que, alors, on parle depuis une bonne demi-heure de l'assurance IRD, tous avec nos expertises les uns après les autres, mais on voulait, à travers cette slide, déjà vous montrer la diversité de segments sur lesquels les actuaires peuvent intervenir. Alors, pour l'acronyme, je pense que vous le connaissez déjà. IRD, ça renvoie à incendie, accident, risque divers. Mais en réalité, ça traite un certain nombre de branches d'activité qui sont régies par le Code des assurances. Vous avez des produits d'assurance qui sont des choses classiques hein, du quotidien des particuliers, comme l'assurance automobile. Alors, ça peut être des particuliers, mais aussi des professionnels ou des entreprises qui ont besoin de couvrir l'ensemble des dommages subis par les véhicules, mais aussi la responsabilité civile. Donc, c'est l'utilisation que vous faites de votre véhicule et, et les risques que vous causez vous en tant qu'individu conduisant ces véhicules. Vous avez bien entendu l'habitation. Là, l'idée, c'est de protéger les propriétaires, mais aussi les locataires contre toute perte et dommages causés à leur domicile ou bien à leurs biens à l'intérieur de leur domicile. Donc ça, c'est des choses qui parlent probablement à tout le monde. Vous avez des choses un peu plus compliquées pour lesquelles vous en tant qu'étudiant, vous n'avez peut-être pas la bonne visibilité à ce stade. C'est tout ce qui va concerner la responsabilité des entreprises. La responsabilité civile des entreprises, lorsque des dirigeants de sociétés ou de responsables d'entreprises vont être impactés en termes de dommages corporels et matériels en causant à autrui un certain nombre euh, de risques. Vous avez tout ce qui va concerner les entreprises, cette fois-ci côté dommages matériels, les pertes d'exploitation. On en a beaucoup parlé par rapport à la Covid-19, notamment sur les restaurateurs. Vous avez aussi tout ce qui va concerner la responsabilité professionnelle. Alors, ce segment est très très large puisque à l'intérieur, vous allez retrouver un certain nombre, toutes les professions, que ce soit des notaires, des juristes, des fleuristes. Vous avez énormément de segments qui sont couverts via une responsabilité civile professionnelle. Ensuite, vous avez tout ce qui va être accident corporel, en cas de blessure corporelle, lorsque vous blessez dans la rue, à l'intérieur d'une garantie, par exemple, accident de la vie, lorsque vous glissez sur un trottoir ou autre. Donc, c'est cette branche d'activité qui va vous indemniser. Après, sur le volet de droite, vous avez un certain nombre d'autres segments très spécifiques. Je pense notamment à l'assurance construction, où cette fois-ci, ça va concerner l'ensemble des risques liés à la construction d'immeubles, mais aussi l'ensemble des dommages. Ce sont des garanties très longues en termes de duration, en termes de niveau d'engagement. Donc des dommages matériels, ce qu'on appelle de la dommage ouvrage ou de la responsabilité civile décennale. Vous avez des branches, alors on parle beaucoup des agriculteurs en ce moment, mais vous avez des branches d'indemnisation qui sont là aussi pour le domaine de l'assurance agricole, pour l'ensemble des risques liés à leurs activités, pour les dommages aux récoltes, les pertes de bétail, mais aussi toutes les couvertures de multirisques climatiques vis-à-vis de l'agriculture. Pour continuer, vous avez une branche très marquée et structurée autour de la protection juridique. Donc là, c'est principalement toutes les assistances juridiques en cas de litige ou de procédure judiciaire sur lesquelles vous, en tant que particulier ou en tant que professionnel, vous pouvez être amené à travailler et à avoir un besoin dédié. Depuis 2 ans, le cyber est rentré dans le Code des assurances comme une branche d'assurance dédiée. Donc là-dessus, vous avez l'ensemble des risques liés à la cybersécurité, les violations de données, les risques d'image, de réputation, les perturbations des systèmes informatiques vont être couverts à l'intérieur des offres d'assurance cyber. Côté maritime, aviation et transport, vous avez un certain nombre de branches d'activités qui permettent de protéger les biens contre les pertes lors du transport par mer, air ou terre. Pour compléter dans cette aviation maritime transport, vous avez l'assurance voyage qui, elle, va protéger l'ensemble des personnels qui voyagent vis-à-vis de l'annulation de voyage, de frais médicaux, éventuellement de rapatriement, des pertes de bagages. Vous avez aussi un certain nombre de branches d'activité autour du crédit et de la caution. Donc là, c'est pour le défaut des paiements des clients, pour ceux qui ne permettraient pas d'honorer leurs engagements financiers. Et pour finir, il y a un certain nombre de choses. Attends, juste Nicolas ou Joseph, si vous me revenez. Souvent, en assurance, on distingue l'assurance non-vie et l'assurance vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une branche particulière qui est l'assurance santé, qui ne relève pas de l'assurance IRD. C'est plutôt une assurance de personnes. Mais lorsqu'on parle de l'assurance non-vie, elle est intégrée
Aujourd'hui, je ne vous en parle pas beaucoup, on ne va pas vous en parler de l'assurance santé, mais il faut savoir que l'assurance santé est une branche à part dans nos métiers. Donc voilà un panorama global, ce qui vous permet d'avoir déjà une bonne diversité des branches sur lesquelles chacun d'entre nous, en tant qu'actuaire, peut intervenir avec des particularités, des spécificités, un certain nombre de couvertures d'assurance, des engagements qui vont être euh, différents par rapport à chacun de ces segments, mais aussi un certain nombre de préoccupations matérielles, financières, des ménages, des professionnels, des entreprises et une réponse adaptée. Une fois que j'ai parlé de l'ensemble des branches d'activité, comment est-ce que vous, en tant qu'étudiant, ou nous, en tant que professionnels de l'entreprise, on peut travailler en IRD? En réalité, l'actuaire en IRD, il n'y a pas un choix de carrière, il n'y a pas un actuaire comme un autre, au sens où on peut avoir énormément de missions et de réalisations, de travaux, et nos carrières peuvent changer. Nos carrières peuvent changer puisque nos métiers eux-mêmes changent en fonction de l'actualité, des contextes réglementaires, de l'instantanéité d'information et des outils aussi qui sont à notre disposition. On vous a mis sur cette diapo un certain nombre de métiers. Alors, les bulles en termes de taille ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais c'était plutôt pour vous donner un aperçu global de d'où vous pouvez trouver des actuaires en IRD sur le marché. Alors, bien entendu, vous les trouvez principalement en compagnie d'assurance, de réassurance, chez des banques assureurs, des compagnies mutualistes, dans des cabinets de conseil. Vous pouvez retrouver pour toutes ces sociétés d'assurance ou de conseil un certain nombre d'acteurs qui vont travailler sur de l'analyse de données, dans des équipes data lab en tant que data scientist, dans des directions financières, dans des équipes autour de la gestion des risques ou risk management. Certains acteurs vont aussi travailler pour l'audit, tant en interne qu'en externe des sociétés. Mais vous avez aussi certains acteurs qui vont travailler sur les cœurs de métier historiques que sont la tarification, le provisionnement, tout ce qui va concerner la création d'offres côté souscription, avec un certain nombre d'offres sur mesure. Vous allez avoir aussi des acteurs qui vont travailler dans des compagnies d'assurance pour des besoins de réassurance. Vous avez des acteurs qui vont travailler sur la modélisation, l'appréhension des risques avec un certain nombre de modèles mathématiques à mettre en œuvre. Et puis, vous pouvez avoir des acteurs qui travaillent en direction financière, en gestion actif-passif, en contrôle de gestion. Ça, c'est pour l'ensemble des acteurs classiques. Vous en avez d'autres qui vont pouvoir aujourd'hui, après quelques années de carrière, travailler en tant qu'agent d'assurance, en tant que courtier, donc apporteur d'affaires. Certains sont aussi des professeurs par la suite de mathématiques, puisque l'actuaire IRD va s'appuyer sur un certain nombre de données, de modèles, de thématiques. Donc, on a tous à notre actif un bagage mathématique intéressant, donc on souhaite transmettre. Vous en avez d'autres qui vont travailler sur des marchés financiers en tant qu'analyste financier. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, les risques croissants qui impactent le métier d'assurance IRD tournent autour du climat. Donc, un certain nombre d'actuaires complètent leur formation et peuvent désormais travailler en tant que climatologue, météorologue, dans des services d'assurance ou bien pour d'autres organismes. Voilà un certain nombre de métiers. Alors, j'ai mis 3 petits points parce que je pense qu'on peut avoir d'autres acteurs qui vont travailler. Moi, j'ai des acteurs qui ont quitté ma compagnie pour être barman. Donc, voilà, pour vous dire quelques petits métiers, même si je ne suis pas sûr que nos études nous aident là-dessus. Mais voilà, pour avoir un panorama assez large de carrière, sachant que un actuaire en IRD, comme je vous l'ai dit, peut travailler au début de sa carrière en modélisation, travailler par la suite en termes de tarification, provisionnement, gestion active, et puis à travers les présentations, je pense, de Marc et Johan, vous l'aurez compris, on peut passer de l'assurance de personnes à l'assurance non-vie sans souci. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, nous allons commencer par poser nos questions aux intervenants. Donc, par rapport à ça, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Les intervenants seront ravis de vous y répondre. Donc, deux premières questions pour commencer à chacun d'entre vous. Pourquoi le choix de votre parcours et pourquoi avez-vous choisi la non-vie? Donc, Louis-Stéphane, si vous voulez commencer, par exemple. Oui, oui pourquoi je fais de parcours? Comme j'ai dit, j'étais en fac de maths, donc j'avais plusieurs perspectives, hein, mais les deux principales, c'était être prof de maths ou être actuaire.
Et je me voyais absolument pas dans des salles de classe, donc je suis parti vers l'actuariat sans vraiment savoir ce que c'était globalement. C'est vrai qu'à l'époque, je savais que c'était faire des stats dans l'assurance, mais je ne savais pas sous quelle forme. Voilà, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. C'était avant de rentrer dans l'école. Mais c'est vrai que voilà, c'est comme ça que mon choix s'est tourné. Pourquoi la non-vie? Tout simplement parce que je trouve que c'est le type d'assurance qui a le plus de sens en fait dans le réel. Je trouve que les problématiques en non-vie, bah, par exemple, ce qu'on a aujourd'hui, c'est tout ce qui est réchauffement climatique. Ça a un impact en fait direct en fait sur la façon dont les assureurs réfléchissent. C'est des problématiques qu'on va pas avoir de façon aussi directe, je trouve, en assurance vie. Pareil, rien que le fait qu'aujourd'hui on réfléchisse à avoir des voitures autonomes, ou comme l'avait dit Benjamin tout à l'heure, tarifées en fonction de la façon dont on conduit. Je trouve que l'assurance non-vie s'adapte assez naturellement en fait à la façon dont la société évolue. Et du coup, elle est obligée de se remettre constamment en question. Et donc c'est ce qui m'a plu en fait, c'était d'être dans cet environnement où je trouve que même si on a quand même des produits comme l'auto par exemple, où ça se répète quand même de façon assez régulière, on a quand même toujours ces problématiques qui émergent et qui sont toujours intéressantes. Il y a plus d'une dizaine d'années, on pensait pas à faire de data lab, par exemple. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est directeur de notre data lab. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la nom. Merci. Un autre intervenant voudrait ajouter quelque chose par rapport à ça? Pourquoi le choix de parcours? Pourquoi la non-vie? Oui, je peux compléter si vous voulez. Donc, moi, personnellement, déjà, j'adorais les maths et pas spécialement la physique ou la chimie. Donc, quand j'étais en classe prépa, je ne connaissais pas encore l'histoire de l'actuariat. C'est un jeune actuaire qui est venu nous en parler. Et là, tout de suite, cette parle de maths, de probabilité, de statistiques, ça m'a attiré. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans cette voie à l'ISFA. Et par la suite, pour l'histoire entre l'ERD et la vie. Donc, j'ai eu l'opportunité simplement de commencer côté vie, c'était très intéressant. Après, au bout d'une douzaine d'années, c'est vrai que la vie est intéressante, mais on est quand même beaucoup sur des flux financiers, sur des concepts moins concrets. Le fait de pouvoir basculer en IRD, où il y a une place très large, comme Benjamin l'a souligné, euh, où la curiosité est importante, où il y a des multitudes de sujets, la créativité aussi joue. Ça a été un facteur majeur dans le choix et dans l'évolution. D'accord. Moi, j'aimerais bien ajouter un complément. Je pense que ce qui est important, c'est, bon, je vais le dire le plus simplement possible, c'est pas se prendre la tête en fait. Clairement, moi j'ai commencé par, enfin, il faut faire, il faut choisir. Alors, déjà, pourquoi je suis venu à l'actuariat? Alors, moi, je suis un cas particulier. Il y avait beaucoup d'actuaires dans la famille. Mon père, mon oncle, ma tante. Donc, je savais vraiment où est-ce que je mettais les pieds. Je savais que je voulais faire ça. Ça me plaisait. Ce qui est très rare, hein. La plupart des gens, en fait, sont arrivés dans l'actuariat. Pas par hasard, mais c'était pas forcément ce qu'ils avaient eu tout de suite en tête. Bon, après, franchement, c'est vraiment bien pour ceux qui aiment les maths et qui aiment aussi un peu la physique, parce que c'est très pratique hein, ce qu'on fait. C'est pas des maths théoriques, c'est vraiment des mathématiques appliquées. Je pense que c'est un bon endroit où vous allez vous amuser. Après, franchement, c'est pas parce qu'on commence dans un domaine qu'on est catalogué dans un domaine. Ça l'est de moins en moins, et en plus, plus vous prendrez en seniorité, moins ça sera le cas. Typiquement, nous, on a des gens régulièrement côté Société Générale Assurance qui sont managers d'équipes non-vie et puis qui vont passer manager sur des équipes vie ou réciproquement. Et tout simplement parce qu'ils vont se former et ils vont, au bout d'un an, avoir appris déjà suffisamment de choses pour pouvoir manager des équipes sur un domaine qui leur était un petit peu étranger avant. Au tout début, c'est vrai qu'on demande d'être des grands techniciens, mais au bout d'un moment, ce qu'on va vous demander, c'est plus vraiment être des super experts dans votre domaine, mais c'est d'avoir une vision un peu transverse, de prendre de la hauteur, de savoir de quoi vous parlez. Donc finalement, la frontière entre la vie et la non-vie, elle va moins se sentir. Moi, au départ, je ne voulais pas faire de non-vie, parce que
je trouvais pas ça sexy en fait. J'avais une vision qui était mauvaise, mais bon, tarifer des autos, tarifer de la MRH, je me disais que c'était pas top. Je voulais plutôt faire côté quelque chose de finance. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur l'épargne. Et puis c'était au moment où Solvabilité 2, donc les réformes en fait font que les actuaires ont des domaines qui clignotent plus à ces moments-là. Donc ça clignotait beaucoup sur la partie épargne. Et puis quand l'IA est apparue, j'ai commencé à y regarder un petit peu plus et je me suis aperçu que je m'étais bien trompé, que finalement les statistiques, les modèles non-vie, parce qu'on fait quand même plus d'intelligence artificielle sur la non-vie que sur la vie pour l'instant. Et c'était assez rigolo. Donc je suis passé dessus, mais je ne saurais pas dire ce que je ferai dans 10 ans. On a une capacité, en fait, c'est très ouvert. L'Institut met à disposition en plus des formations pour se remettre à niveau, d'apprendre d'autres choses. En plus, on est sur un secteur qui progresse en permanence. Donc, assez rapidement, quelqu'un qui rentre dans un domaine, s'il s'en donne les moyens, il peut devenir particulièrement solide sur un sujet. Donc, c'est pas comme si on choisissait entre médecine et avocat, où là, on peut vraiment pas switcher de l'un à l'autre. C'est quand même beaucoup, enfin, c'est très personnel hein, ce que je dis. Mais on peut vraiment passer d'un sujet à l'autre si on le souhaite et qu'on s'en donne les moyens. C'est pas du tout fermé. Il ne faut pas trop s'inquiéter, je pense, au départ. Merci beaucoup, Marc. Alors, on a une question d'un participant. Il est en fait en école de commerce et il voudrait savoir si c'est possible pour quelqu'un qui a fait une école de commerce de devenir actuaire. Alors, Khadija, est-ce que tu pourrais apporter un élément de réponse à ça? Sincèrement, je j'ai aucune idée. Pour moi, pour devenir actuaire, il faut soit faire une école d'actuariat, soit passer par un CEA. Mais je ne sais pas si on peut enfin, devenir actuaire en passant directement par une école de commerce. Je vais pas l'avoir. Ouais, il y a une formation, je crois, côté HEC. Mais d'habitude, c'est quand même plutôt des maths. Alors, je sais pas si Samuel est encore connecté. Ouais, je peux l'apprendre. Ouais, Bonjour, Samuel, je travaille à l'Institut des actuaires. Donc, on a l'ESSEC est une filière reconnue par l'Institut ah des oui, c'est actuaires qui sec. forme quelques actuaires par an à travers un partenariat avec l'ISUP. Autrement, en effet, après une école de commerce, il faut avoir quelques années d'expérience, de solides bases en mathématiques, et ensuite, ça sera à travers soit le CNAM ou le CEA, donc des formations professionnelles. Voilà. Merci Samuel. Une autre question du public qu'on pourrait poser par exemple à Marc. Après l'obtention du diplôme d'actuaire et ou de la certification de l'Institut des actuaires, quelles autres formations, domaines de finance et informatique, conseillerez-vous pour se considérer comme un actuaire complet, sinon multifonction? Déjà, on est complet une fois qu'on a le diplôme. Le diplôme, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. C'est 3 années qui sont assez riches. Après, il y a plein de spécialisations qui sont envisageables, bien évidemment. Euh, alors, ça va faire un peu vétéran, mais à mon époque, donc, il y a un petit peu moins d'une vingtaine d'années, ce qui se faisait beaucoup, c'était l'expertise comptable, par exemple, ou des formations côté trading, parce que ça donnait vraiment des bases très, très solides sur, alors, du moins l'expertise comptable, hein, sur tout ce qui commençait à arriver sur les IFRS qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être envisageables côté vie. Après, faire des masters spécialisés en machine learning derrière pour aller un cran plus loin, peut-être plus s'orienter sur des connaissances en informatique, en développement logiciel, peuvent être envisagées. Mais d'une manière générale, quand on a le diplôme, déjà, on a un actuaire complet. Et là encore, ça sera un choix. Il y a certains actuaires qui décident de faire une thèse. Je trouve que c'est génial. Si aujourd'hui j'en avais la possibilité, en fait, c'est ce que je ferais. Je trouve que j'ai commencé à travailler peut-être trop tôt. Je me serais donné finalement le temps de faire une thèse derrière pour approfondir, pour apprendre des nouvelles choses qui sont utiles, qui sont utiles dans le futur. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que vous aimez faire. Il y en a qui passent la grecque de maths derrière. Il y a euh, maths, finance, informatique. Tout ça, ça vous donnera toujours un petit plus, un plus. Encore une fois, hein. Franchement, une fois que vous avez le diplôme, vous savez déjà faire tellement de choses qu'il n'y a pas de souci pour bosser.
Ouais, peut-être si je peux compléter, Marc, que tu l'as dit, mais il y a aussi depuis quelques années des formations, notamment proposées par l'Institut actuaire diplômante, type ERM, SERA, qui nous permettent d'avoir un cadre plus large en termes de risk management, mais aussi des formations data science. Alors, tu parlais du machine learning, mais même plus global autour de la data science. Et moi, j'invite un certain nombre des collaborateurs à se former sur des formations plus larges. Ça peut être des formations commerciales, des formations techniques, des formations de soft skills complémentaires pour les acteurs, parce que c'est vrai que les actuaires, historiquement, ont un bagage mathématique et statistique solide, de programmation et informatique également pour certains, mais il y a aussi cette communication à étoffer, à davantage communiquer auprès des responsables du marché et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi certaines formations diplômantes en termes de soft skills. Ouais, c'est vrai ça. C'est très très important, les soft skills pour les actuaires, c'est hyper important. Merci beaucoup, Marc et Benjamin. Alors, Benjamin, je reviens encore vers toi. Il y a quelqu'un qui demande quelle est la place de la science des données dans votre métier, c'est-à-dire actuaire IRD. Alors, j'ai pas entendu complètement la question sur la partie données. Je pense que la place est très importante côté IRD, puisque de manière concrète, euh, que ce soit en tarification, donc en appréhension du risque, en provisionnement, contrairement à l'assurance vie qui se base principalement sur un certain nombre de données limitées, hein, par rapport au portefeuille de victimes ou d'assurés. On a, dans le cadre de l'ensemble des branches et des segments d'activité que j'évoquais tout à l'heure, énormément d'informations en assurance IRD, énormément d'informations, ce qui permet de mettre en œuvre un certain nombre d'approches statistiques classiques, de faire face à des problématiques de convergence, mais aussi de mutualisation, de segmentation des risques, de croiser davantage d'approches statistiques apprises dans des écoles statistiques ou d'actuariat pour mettre en avant des modèles, les challenger. Et puis, on vit dans un monde où l'open data est de plus en plus riche vis-à-vis de données climatiques. Météo France a mis, par exemple, depuis le 1er janvier à disposition ces données. Donc, ce qui permet d'enrichir les informations existantes dans les différentes sociétés d'assurance, de réassurance ou les banques assureurs, avec des données externes qui permettent par rapport à une exposition, par rapport à une zone géographique, de compléter les informations que les acteurs ont à disposition pour modéliser et appréhender les risques. Et ainsi, la place des données côté IRD est encore plus riche par rapport à, pour des acteurs qui souhaitent développer, mettre en œuvre des modèles, des modèles mathématiques, statistiques, data scientist ou de machine learning de plus en plus forts, sans parler, comme l'a déjà dit Marc, d'intelligence artificielle potentielle. Merci beaucoup. Une question pour Louis-Stéphane, d'un étudiant qui demande quelles orientations est-ce que tu pourrais lui conseiller dans ses débuts? Il mentionne par exemple la data science, l'IA, la recherche. Je pense que je vais rebondir sur ce qu'a dit Marc. Hein. Faut pas forcément se prendre la tête. L'avantage qu'on a avec notre formation, notre métier, c'est qu'on peut rebondir assez facilement quand même d'un sujet à l'autre. Il y a toujours des opportunités qui sont disponibles. Voilà, l'idée, je pense que ce qui sera intéressant quand on commence, c'est d'être dans un environnement où on se sent à l'aise et où on a quelqu'un qui peut nous apprendre le métier, comment ça se passe, parce qu'il y a quand même une différence entre quand on est sur les bancs de l'école et quand on est vraiment en entreprise et qu'on a des responsabilités. Et donc, je pense que c'est vraiment le plus important, trouver un domaine qui nous parle. Donc voilà, ça dépend de chaque personne. Avoir un encadrement correct et ne pas hésiter à s'intéresser au sujet. Et une fois que voilà, on veut changer, ben, bien discuter, bien se former et sauter le pas. Euh, Merci beaucoup, Luc Stéphane. On a encore une question qui concerne en fait, en gros, les compétences qu'il faut pour travailler en IRD. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Il y a une personne qui veut travailler en IRD, il a des appréhensions, quelles sont les compétences dont il aurait besoin en fait
pourrait exceller dans ce domaine? Je vais commencer. Je trouve que c'est une question assez large, parce que globalement, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que, par exemple, on peut travailler en IRD en compagnie ou en conseil, ce qui ne demande pas forcément les mêmes soft skills. Puisqu'en conseil, on va être beaucoup plus proactif, on va avoir en théorie, beaucoup plus d'interactions avec des clients, là où en compagnie, selon la taille de l'équipe dans laquelle on est, on va être plus ou moins encadré, plus ou moins d'interaction avec d'autres équipes, là, plus ou moins isolé. Donc, pour moi, ce que je dirais en IRD, ce qu'il faut, c'est quand même être patient par rapport à la qualité des données qu'on reçoit, et être pragmatique par rapport entre le temps qu'on peut passer sur des modèles et les résultats qu'on doit fournir, puisque au final, on peut faire de très gros modèles, très compliqués, très complexes, mais la finalité, c'est que derrière, on doit pouvoir les expliquer, ils doivent pouvoir être compris. Et donc, je pense que quelque chose qui est très important, c'est être pragmatique dans notre approche, puisque si personne ne nous comprend, notre travail ne sert à rien. Et le deuxième point que je trouve aussi important, c'est être capable de prendre du recul sur son travail, puisque tout ce qu'on fait, ça a des applications sur le réel. Donc, faut être capable de regarder ce résultat et de se demander si ça a du sens, si ce qu'on fait a du sens. Si ce qu'on fait a du sens et si ça correspond à ce qui est attendu. Donc, je peux laisser les Peut-être autres. pour compléter effectivement ce que Louis-Stéphane dit, moi je pense qu'on a tous, en tant qu'actuaire, en plus en IRD, des compétences analytiques à avoir vis-à-vis de l'analyse des données, des probabilités des modèles mathématiques. Tout à l'heure, je parlais de la communication et je pense que la communication, la capacité à présenter les conclusions, les études, prendre du recul est importante pour expliquer les concepts techniques de manière compréhensible. Il y a le volet, bien entendu, compétences de programmation qui est de plus en plus fort dans nos outils, dans nos thématiques, que ce soit, alors ça avait été cité, R, Python ou d'autres logiciels spécifiques et d'autres algorithmes de programmation. Et cette appétence à la programmation est important quand on travaille en assurance IRD. Et je dirais aussi une des qualités, pas forcément une compétence, mais une qualité, c'est la curiosité. C'est la curiosité intellectuelle, puisqu'on est dans un monde qui est en constante évolution. On parlait de l'intelligence artificielle, on parlait des risques climatiques, on parlait des risques cyber. On a des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, des nouvelles réglementations qui s'appliquent. Et bien comprendre les évolutions du marché et des tendances, pour moi, c'est un atout. Après, si la question c'était actuel, enfin, stage en yard versus stage en vie, et j'imagine que donc c'est un actuaire, hein, enfin un étudiant en école d'actuariat qui doit poser la question. Normalement, quand même, vous devriez, enfin, soit vous êtes à l'aise vraiment dans les deux domaines, mais les deux domaines ils utilisent quand même à la base des méthodes qui sont un peu différentes. Vous allez faire beaucoup de séries temporelles, de statistiques, de GLM, de data visualisation, notamment sur l'IRD, sur la partie épargne ALM. Ça va plutôt être de la finance, des valorisations risque-neutres. Alors, je suis désolé pour ceux qui ne font pas actuariat, je dois parler chinois, mais j'imagine que la question était, et voilà, pour un étudiant en actuariat, donc vous êtes plutôt GSE risque neutre, GSE historique, vous devez connaître solvabilité 2 sur le bout des doigts. Alors, on regarde aussi, mais en épargne, ça joue beaucoup, des modèles de durée. Clairement, au départ, allez sur le sujet où si vous aimez moins en fait tous les domaines qui sont liés au yard, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas bon, vous allez peut-être vous amuser un peu moins. Si votre truc, c'est d'aller sortir des produits dérivés sur Bloomberg pour calibrer un modèle de taux à volatilité stochastique, partez peut-être en ALM dans une boîte où on va vous demander de backtester ou de construire vos propres GSE. Normalement, vous devez le sentir un petit peu. Et après, si vous êtes bon sur les deux, bah, là, ça sera. Enfin, vous êtes riche, du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Merci beaucoup. Une question pour toi, Khadija, d'un étudiant qui demande comment doit se comporter l'actuaire dans un environnement où les données manquent et sont parfois peu fiables. Ah, du coup, quand les données sont peu fiables, je pense qu'il faut déjà faire, par exemple, tous les tests possibles pour vérifier que les données sont exploitables. Parce que, comme on en a parlé avant, les données, c'est vraiment la base de notre métier. Et
Ensuite, quand on n'a pas des données sur lesquelles s'appuyer, bah, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un benchmark, voir ce qui se fait ailleurs dans les autres compagnies ou essayer de faire des proxys, même si c'est un peu grossier, mais c'est vraiment les seules solutions qu'on peut utiliser dans ce cas. Merci beaucoup, Khadija. Alors, Joanne, est-ce que tu peux répondre à cette question? Il y a en fait une personne qui demande comment vous appréhendez l'essor en fait de l'intelligence artificielle actuellement dans le métier d'actuaire. Alors, je suis peut-être pas mieux placé pour répondre à cette question, mais je peux vous donner un point de vue, c'est-à-dire que nous, au niveau intelligence artificielle, on l'exploite. euh, Oh, pardon, excusez-moi. Vous me recevez toujours? Oui, Oui. Je dirais, on l'exploite pas directement dans mes équipes. Par contre, ça rejoint aussi un peu ce que disait Khadija auparavant, c'est-à-dire que et c'est ça, je pense, une des richesses qu'on peut avoir, qu'on a la chance d'avoir en tant qu'actuaire et spécifiquement en IRD, c'est qu'on peut aller à la fois sur des domaines d'expertise très pointus et en même temps, comme le disait aussi tout à l'heure, beaucoup de pragmatisme et de bon sens qui est censé toujours ramener les choses à quelque chose de compréhensible aussi, ce que disait Benjamin dans la communication. C'est bien beau de prévoir des éléments sophistiqués, il faut que ça soit exploitable derrière. Mais je vais peut-être laisser mes camarades rebondir plus sur le volet intelligence artificielle, sur lequel ils ont plus de connaissances que moi. Je vais bien mettre quelques petits compléments. Après, tout dépend en fait de ce qu'on appelle intelligence artificielle. Si la question c'est IA générative, ChatGPT, pour l'instant, l'actuaire, alors ça va être un peu présomptueux ce que je veux dire, mais ce qu'on voit, c'est plutôt, ça va être une aide, un outil complémentaire, mais ça ne va pas forcément disrupter à date sa façon de travailler. Pour l'instant, l'IAG ne fait pas vraiment de mathématiques. Or, on l'a dit hein, depuis le début, on est quand même plutôt, notre job, c'est plutôt les maths. Après, si on prend l'IA un peu plus traditionnelle, parce qu'il n'y a pas que l'IA générative, hein, c'est une partie parmi tout le reste, l'IA, pour l'actuaire, c'est souvent une méthode de calcul, un outil complémentaire qu'il a dans sa boîte à outils. Il va faire des approches alors j'imagine aussi que c'est un actuaire qui pose la question, enfin un étudiant en actuariat, donc il va faire soit des GLM par exemple, et puis bah, depuis maintenant un certain nombre d'années, on va aussi bah, rajouter des approches de machine learning, ça fait partie de l'intelligence artificielle, hein, dans notre approche de tarification. Donc ça ne disrupte pas, ça fait qu'on est plus malin. Avant, on faisait que des modèles linéaires, ensuite on a fait des GLM, ben maintenant on fait aussi du machine learning, et puis on va sélectionner, on va utiliser tous ces outils pour trouver notre meilleur modèle de tarification. On va s'en servir, alors Benjamin pourra en parler beaucoup parce qu'il s'en sert dans son activité, mais tout ce qui est bah, sur l'open data, des fois la donnée elle n'est pas forcément structurée, donc il va falloir structurer avec de l'intelligence artificielle. Là, souvent, on va peut-être être plus d'ailleurs dans un outil qui va être à la disposition en fait, de l'actuaire plutôt que dans une matière première qui va travailler par lui-même. Euh, Là où l'IA aussi commence à bouger les lignes, je ne sais plus qui a parlé d'Accurate, euh, mais les compagnies d'assurance, notamment, bah, enfin, elles cherchent ce qu'on demande maintenant aux compagnies, c'est d'avoir des tarifs qui puissent évoluer, s'adapter le plus rapidement possible, prendre en compte le plus précisément possible les caractéristiques de nos clients et puis pouvoir, plusieurs fois dans l'année, si besoin, ressortir un tarif qui soit directement comme une API, d'ailleurs, c'est-à-dire qui soit consommable en fait, du jour au lendemain. Donc on commence aux actuaires à leur dire, ben, en fait, il va falloir que tu développes limite un logiciel de tarification et non une étude de tarification. Et ça, c'est peut-être des choses qui étaient un petit peu nouvelles avant, et c'est un petit peu quand même l'intelligence artificielle qui a commencé à nous amener ça. Parce qu'il y a eu des insurtech, donc des boîtes qui sont technologiques et qui sont positionnées sur l'assurance et qui font de l'IA, qui font plein de choses, qui ont apporté en fait cette connaissance, cette capacité à avoir, et la plupart des compagnies d'assurance sont en train de le faire. Donc voilà, ça vient pas disrupter, ça nous rajoute en fait plein de nouvelles choses, plein de nouveaux champs en fait d'application. Voilà, moi c'est comme ça que je le verrai. Encore une fois, c'est un peu présomptueux de ma part, mais c'est euh, c'est une aide, je trouve, l'IA. Et on est plutôt bien outillés, les actuaires, pour bosser là-dessus. Eh bien, merci beaucoup. Une question qu'on pourrait poser
à Johan et à Louis-Stéphane par exemple, d'un étudiant qui demande s'il existe des différences majeures dans les pratiques actuarielles entre les marchés d'assurances nationaux et internationaux. Peut-être commencer. Donc, non, les techniques actuarielles sont strictement les mêmes entre les pays. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de travailler en France, au Royaume-Uni, au Luxembourg, avec aussi des collègues belges, et puis des collègues aussi, j'imagine, quand ils ont parcouru groupe AXA ou d'autres groupes, on échange avec les autres collègues. L'actuariat, dans le fond, ça reste la même chose. En effet, les réglementations européennes, mais je dirais un actuaire peut de manière tout à fait rapide s'adapter à un environnement réglementaire qui certes peut avoir certaines différences, mais je dirais le fond du métier va pas fondamentalement changer. Alors après, évidemment, c'est une question d'adaptation. Euh, Parler anglais, évidemment, c'est aujourd'hui une nécessité, pas que dans l'actuariat, dans tous les métiers qui ont une vocation potentiellement internationale. Mais je dirais, dans le fond, euh, si on a l'opportunité de passer sur une carrière internationale et travailler dans un autre pays, bah, c'est vrai que c'est une immense chance. Donc, moi, j'invite tout le monde à le faire. Bah, moi, je vais compléter ce que dit Johan, hein. J'ai pas remarqué de différence notable en termes de méthode. Donc vraiment entre la France et le Luxembourg. Euh, Par contre, ce qui peut intervenir, donc, comme l'a dit Johan, c'est vraiment des différences de réglementation, des interprétations de normes un peu différentes, mais voilà, ça c'est vraiment dans un aspect normatif, mais pas dans un aspect technique. Et même dans ce cadre-là, ça va plutôt être des orientations pour utiliser certains paramètres de calcul plutôt que d'autres ou certaines règles de calcul, mais ça va vraiment pas être dans des techniques différentes. L'actuariat, en fait, ça reste le même métier, en fait, peu importe le pays. Moi, je veux bien compléter ce point. C'est vrai que mes équipes travaillent aussi à l'international de manière assez forte. Je dirais que, bon, vous l'avez dit tous les deux, les réglementations changent d'un État à l'autre, même si certaines réglementations, qu'elles soient comme solvabilité 2 européenne ou IFRS 17 plutôt internationale, en termes de réglementation, soit prudentielles, soit financières, sont rigoureusement identiques, même si elles peuvent être interprétées différemment par les superviseurs et les régulateurs locaux. Je dirais que ce qui peut changer et ce qui rajoute encore plus de diversité dans nos métiers IRD, c'est que vous avez un certain nombre euh, de types d'assurance, de couverture produits qui peuvent être différentes d'un marché à l'autre. C'est encore plus le cas par rapport à des spécificités locales. Alors, par exemple, sur le marché français, on a l'assurance décennale qui n'est qu'une spécificité franco-française. Vous avez de l'assurance sur des produits d'assurance IRD comme l'automobile qui va se comporter de manière différente en Italie. Vous n'avez pas beaucoup de franchises par rapport à des produits en France où les franchises sont plus élevées. Vous avez sur un certain nombre de pays du Moyen-Orient des assurances TACAFUL qui permettent de mutualiser un certain nombre de risques et de répartir des périls ou des problématiques différentes. Vous avez un certain nombre de particularités locales pour lesquelles l'approche mathématique, technique est globalement la même, mais avec une diversité de segments, de problématiques d'études. Et c'est tout l'intérêt de nos métiers en IRD, c'est de pouvoir s'expatrier, travailler sur des problématiques dédiées. Moi, j'ai rencontré mon premier acteur à 12 ans en Irlande. Donc, bon, à l'époque, je connaissais pas trop ce que c'était l'actuariat. J'étais séduit par son discours. C'est pas peut-être pour ça que j'ai voulu faire l'actuariat, hein. J'ai 6 ans ou 7 ans plus tard, je me suis dit, bon, c'est bien les stats et les mathématiques, et l'actuariat est venu après. Mais voilà, vous avez un certain nombre de spécificités locales qui rendent encore plus intéressantes nos métiers IRD. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, je reviens encore vers toi. Il y a quelqu'un qui a fait une carrière en modélisation du risque de crédit et qui souhaiterait se reconvertir en assurance. Alors, la personne souhaiterait savoir si ce serait plus facile en plus pour elle de se pencher vers la modélisation en assurance non-vie.
Je peux répondre sur l'assurance non-vie et je laisserai peut-être Marc et Johan répondre sur l'assurance de personnes. En ayant travaillé sur du crédit, vous avez forcément des approches au terme de scoring. Donc, le scoring est souvent utilisé pour faire des classifications sur des produits ou de la segmentation, donc en assurance IRD. Vous avez aussi un certain nombre d'informations autour des probabilités de défaut qui peuvent être intéressantes, importantes sur un certain nombre de branches d'activité où on regarde effectivement, je parlais de l'assurance crédit et caution, alors non pas pour lister de l'assurance crédit et caution par rapport à quelqu'un qui a fait du crédit, mais on a des engagements. On parle beaucoup des normes solvabilité 2 ou de la réassurance. Vous avez dans le cadre des modèles un certain nombre de choix à faire vis-à-vis de vos appréhensions et de modélisation de risque par rapport à des probabilités de défaut des assureurs ou des contreparties. Et donc, effectivement, je pense que la passerelle est, côté non-vie, assez facile à déduire vis-à-vis de ce qui peut être fait sur le marché en assurance IRD. Et ça, c'était uniquement quelques petits exemples que je citais. Très bien, merci. Merci beaucoup. Une question de quelqu'un du public pour toi, Khadija, qui demande en quoi consiste le travail d'un actuaire qui s'occupe des solvabilités et des normes. Euh, donc, comme tu as eu des expériences sur ce secteur dans le passé, tu peux être amené à répondre à cette question. Ah, ton micro est désactivé. Ok. Ayant travaillé dans une équipe multinorme Yard quand j'étais chez Alliance France, on était plutôt responsable des calculs des provisions en normes locales, soit French Cap ou en solvabilité 2. Donc, en quoi consiste notre travail? Avec les équipes data, on va collecter les données et on va constituer toutes nos bases de données pour pouvoir faire nos projections. Donc là, c'est la partie pour le calcul des provisions. Donc les projections sont faites soit avec des méthodes JLader, et il y a beaucoup de spécificités pour chaque type de produit, que ce soit une branche à développement long comme pour les sinistres corporels qui prennent beaucoup de temps à se liquider, ou une branche très courte comme les sinistres matériels. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Benjamin, il a bien parler de toutes les garanties qui sont dispo en IA. Ensuite, pour le calcul de solvabilité, on va être amené à faire un calcul de SCR. Donc, ça dépend si la compagnie elle est sous formule standard. La formule standard, c'est une formule de calcul du capital requis une formule donnée par l'EIOPA. Mais la plupart des grands acteurs du marché, ils sont sous modèle interne. Donc, ces compagnies d'assurance, elles vont développer leur propre modèle qui va pour calculer leur SCR. Et c'était le cas dans mon équipe. Et donc, on est amené à faire des clôtures, que ce soit des fast close qui sont enfin, des clôtures avec des données un mois à l'avance de la clôture, puis une clôture true-up, c'est-à-dire quand on a exactement les bonnes données à fin du mois. Par exemple, si on fait une clôture Q1 du premier trimestre, on va arrêter les données à novembre, on va faire tous nos calculs, et dès qu'on a les vraies données à décembre, on va ajuster nos calculs avec les données parce que avec le temps qu'on a pour rendre nos comptes, c'est plus pratique de partir des données de novembre. Et ensuite, on va faire des restitutions, d'où l'importance des soft skills dans les autres intervenants parlés, parce que c'est bien de faire un travail, mais c'est encore mieux de pouvoir le communiquer et de le vulgariser. Merci beaucoup, Khadija. Alors là, j'ai une question un peu ouverte à tous. Alors, il y a une personne qui demande à quel point vous utilisez les mathématiques de façon théorique dans votre métier actuellement. Je vais démarrer, puis je laisserai mes collègues me compléter. Alors, je ne sais pas si... Bon, mathématiques théoriques, pas beaucoup. Quand on calcule une intégrale, on ne va pas s'assurer que l'intégrale elle converge comme on nous a montré en prépa. Nos séries, la plupart du temps, elles sont de taille finie, puis quand elles sont de taille infinie, concrètement, ça ne s'applique pas. Donc, on va faire des simplifications, on va faire des proxys. Donc, la mathématique théorique pure, comme on a pu voir en prépa ou au début de nos écoles d'ingénieurs, pas tous les jours.
Ensuite, on reste des matheux. On reste franchement des matheux. Donc, on va être sur des mathématiques appliquées. On en fait beaucoup. Enfin, on travaille tous avec des nombres. On a tous ce réflexe en fait de l'analyse de la donnée intuitive. Donc, on a l'impression qu'on n'en fait pas tant que ça en fait, mais parce que c'est devenu une seconde nature. Et puis certains d'entre nous font même des maths un peu plus poussées, ou quand vous faites des générateurs de scénarios économiques, vous avez quand même des dérivés, vous avez quand même des intégrales, vous avez quand même des calculs qui sont un peu compliqués, papier-crayon, j'ai envie de dire, à répondre, et vous avez besoin de simplifier les formules, réussir en fait à faire des inversions, des intégrales, enfin, toutes ces petites choses qu'on a quand même appris en prépa, certains d'entre nous en font. C'est pas la grosse majorité, c'est pas une obligation. Donc voilà, on ne fait pas de la maths théorique, ça je pense pas, ou alors il y en a quelques, mais alors ça va vraiment être très 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 peu dans les grosses structures R&D. Euh, Tous, on fait des maths, quoi qu'il arrive. Si vous n'êtes pas bon en maths, si vous n'aimez pas les chiffres, si vous n'aimez pas les calculs, quand même, c'est quand même on est les professionnels de la stat et de la data hein, quand même derrière. Et puis un nombre, mais qui est non négligeable, hein, font des maths qui sont un peu rigolotes. Pour compléter, je dirais que effectivement, des mathématiques telles que vous les appliquez on va dire, au niveau des classes préparatoires, au niveau du collège, bon, on est plus loin parce que c'est de la partie opérationnelle. Néanmoins, on résout des problèmes. Donc, pour résoudre des problèmes, il y a potentiellement un certain nombre d'équations. Il y a d'équations, alors des modèles mathématiques. Moi, j'encadre beaucoup de travaux de thèse ou de mémoire d'actuariat, et donc forcément, il y a un bagage statistique, probabiliste, et qui dit statistique et dit proba, dit forcément appel à un certain nombre de travaux de mathématiques. On peut travailler aussi sur un certain nombre de modèles physiques. Et donc, les modèles physiques, travaillant avec des climatologues ou des géologues, on a un certain nombre de conditions, d'équations à résoudre en ayant des convergences, des modèles qui peuvent converger ou non, des minimums, des maximums locaux. On a un certain nombre d'optimisations à faire. Donc, en réalité, tout va dépendre. Alors, il y a des travaux R&D purs, mais il y a aussi des conditions. On parlait tout à l'heure de tarification. De la tarification, ça repose sur un certain nombre de modèles statistiques. On parlait de modélisation de lois, donc on fait du calibrage de lois. Et le calibrage de lois statistiques, je dirais que ça fait plus appel à de la statistique et de la probabilité que des mathématiques, mais pour autant, on fait pas mal d'algèbre. Donc, vous ne ferez pas de topologie, mais vous pouvez être amené à faire des inversions de matrices quand même et des calculs d'intégrales des fois, quoi. Voilà. Il faut aimer ça un petit peu. Et Aditya et lui, Stéphane, est-ce que vous utilisez les mathématiques au quotidien? Moi, personnellement, c'est par exemple quand on utilise des modèles, je ne sais pas, type cheerleader et qu'on ne vérifie pas forcément les conditions et qu'il y a un auditeur qui vient derrière et dire, ah, vous avez bien vérifié que, je ne sais pas quoi, la variance et les homocédastiques des résidus ou je ne sais pas quoi. Et c'est là où on est amené à retourner dans nos maths classiques, où on va faire des tests statistiques, des tests type Kolmogorov, Smirnov, pour voir que enfin, nos sinistres ils suivent bien la loi particulière qu'on a énoncée. Ou encore quand on fait des calculs de risk adjustment, par exemple sous IFRS 17, où on est amené à faire des tests d'adéquation de loi pour nos sinistres, pour calculer des quantiles en particulier, mais sinon, tout a été évoqué par les autres intervenants. Dans mon cas, j'en fais de moins en moins parce que j'ai cette problématique qui prend de plus en plus de temps, qui est enfin, le traitement de mes données. Donc du coup, mon objectif, c'est d'automatiser tout mon traitement de données pour pouvoir recommencer à faire des maths le plus rapidement possible. Mais oui, c'est vrai que en fait, j'en fais, on va dire, des vraies prises de tête sur des équations, j'en fais de moins en moins. Mais au final, des stats, j'en fais quand même un peu tous les jours. Il y a toujours des petites études à faire et sur lesquelles, les compétences d'actuaire vont être demandées. Ok, très bien. Et Khadija, je reviens vers toi, parce que tu as mentionné tout à l'heure les normes sociales. Et donc, une personne demande si tu peux expliquer ce que c'est. Quand je parle de normes sociales, c'est un peu les normes qui sont en vigueur en France. C'est la norme comptable qui est, c'est IFRS 4. Je pense que 4, c'est pour 2004.
Et c'était avant qu'il y ait IFRS 17. Et la différence entre les normes sociales et les normes qui sont en vigueur maintenant, c'est que c'est plutôt côté actif où on est plus à une valorisation historique des actifs qu'une valorisation à la valeur de marché actuellement. Et aussi en termes de calcul de provision, en normes sociales, on peut mettre un peu de marge. Quand je parle de marge, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'être en meilleure estimation possible de nos engagements. Et alors que sous solvabilité 2 ou IFRS 17, on va être une best estimate, c'est-à-dire qu'on est à un quantile 50% d'être juste et que ça va être vraiment la juste estimation, enfin, la meilleure estimation de nos engagements. Merci pour ta réponse, Khadija. Alors, nous sommes déjà au terme de notre événement. Voilà, l'heure est déjà arrivée. Il y avait une Euh, petite question que j'ai vue passer dans le chat que j'aurais voulu qu'on aborde parce d'accord. qu'elle est importante. C'était un étudiant qui demandait si avoir le diplôme était nécessaire. Voilà, c'était D'accord. quelqu'un de l'IRIAF, voilà, qui demandait à votre avis, est-il possible d'accéder au métier d'actuaire sans obtenir le titre officiel, mais en ayant suivi un master en actuariat tel que celui proposé à l'IRIAF à Niort, recommandez-vous plutôt de poursuivre l'obtention du diplôme d'actuaire? Oui aux deux questions pour moi, c'est-à-dire que oui, vous pourrez faire bien sûr des travaux d'actuaire en tant que chargé d'études statistiques si vous avez fait un master. Maintenant, si vous n'avez pas le titre, c'est un handicap. Clairement, on n'est pas aussi régulé que dans les pays anglo-saxons, mais quand même. Souvent, on va demander le titre. Donc, si vous avez la possibilité de faire soit une année de spécialisation dans une école d'actuariat ou ensuite de faire le CEA ou le CNAM, moi personnellement, je pense que ça en vaut vraiment le coup parce que ça vous ouvrira plein d'autres portes. Alors que si vous n'avez pas le titre, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, celle-là me tenait à cœur, je voulais juste en parler un Bah, petit peu. du coup, il y en a une autre qui me tient à cœur parce que je pense que ça concerne tout le monde et notamment les étudiants qui se posent des questions sur le marché de l'assurantière. La question, c'est est-ce que le marché de l'assurantière, il est saturé en termes de recherche? Je pense qu'il faut qu'on y réponde à celle-ci et derrière, après moi, je l'arrête. Mais je pense qu'on est sur un secteur, côté IRD, qui est en forte croissance, qui a été en forte croissance depuis nos diplômes respectifs. Et avec l'augmentation de la complexité des risques dans le monde moderne, le besoin d'experts en mathématiques, en actuariat ne cesse de croître. Selon moi, je pense que ce soit les compagnies d'assurance, les institutions financières, les organismes gouvernementaux, les cabinets de conseil, ont besoin de professionnels compétents, de jeunes, maniant les mathématiques, maniant la programmation pour permettre de prendre des décisions éclairées. Donc le métier d'actuaire a le vent en poupe. Ouais, que ce soit Yard ou tout domaine, hein. Il n'y a pas vraiment de chômage dans l'actuariat. C'est vraiment pas le cas. Et surtout quand on est jeune, ou comme vous l'avez dit, vous pouvez switcher super vite. Alors là, s'il y a vraiment bien un sujet qui est pas une question, enfin, qui vous empêchera pas de dormir, c'est celui-là. Il y a du boulot, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Et pour donner une dernière statistique, généralement, la plupart des jeunes actuaires, en fait, trouvent leur premier CDI avant d'avoir eu leur diplôme. Donc, vous inquiétez pas, en actuariat, ça se fait assez bien. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un étudiant qui disait qu'il cherchait un stage en IARD ou autre et qu'il ne l'avait pas trouvé. Normalement, renvoyer les CV, etc. Il y a plein de boîtes qui cherchent des stagiaires, donc normalement, ça se trouve. Par contre, il ne suffit pas d'en envoyer à 3 compagnies parce qu'elles ont peut-être plus de budget ou elles ont déjà staffé, etc. Mais si vous envoyez assez massivement, y compris cabinet de consulting, normalement, vous devriez trouver. J'in- J'interviens juste une seconde, désolé, il y a une question sur la liste des écoles d'actuariat. Allez sur le site de l'Institut des actuaires, tout est expliqué. Et pareil pour le concours BCEA, c'est que vous avez les liens sur le site de l'Institut et les inscriptions pour le concours ont ouvert ou vont ouvrir dans quelques jours. Merci beaucoup à tous. Donc, je crois que là, nous allons clore le webinaire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Nous avons fait de notre mieux pour répondre au maximum. Et je conseille en fait aux personnes qui n'ont pas pu avoir réponse à leurs questions de participer aux autres soirées parce qu'il y avait aussi beaucoup de questions d'ordre général et tout. Donc voilà, il y aura plusieurs soirées jusqu'au vendredi. Vous pourrez reconduire vos questions.
Alors, merci encore à tous les participants pour votre temps, pour vos interventions. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre soirée. Merci à tous. Merci, bonne Merci, soirée. bonne Bonne soirée soirée. à tous. Merci, Au Au revoir. revoir. bonne soirée à Au revoir, tous. bonne Au soirée. revoir.